Bonjour à tous, je suis Hervé Philibien et nous allons aujourd'hui vous parler euh, du module AFRM, donc de détection de perçage, poche et chanfrein dans SolidCam. Alors, je vous propose de travailler sur un exemple, voilà, une pièce prismatique qui contient pas mal de zones d'évidement, des poches, des perçages et puis des angles vifs un petit peu. Des angles vifs un peu partout sur la pièce. Donc on va se servir de cet exemple-là pour le webinaire d'aujourd'hui. OK. Alors, la première étape donc, dans SolidCam, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le logiciel, c'est bien entendu d'ouvrir le fichier CAO, le fichier 3D. Et dans l'environnement SolidWorks, on va avoir ici un onglet Opération FAO à partir duquel on va pouvoir démarrer un projet. Ce projet, on va l'enregistrer là pour le besoin du webinaire en externe, donc on va créer un fichier séparé, mais il est également possible de travailler en interne et donc de sauvegarder toutes les données du projet d'usinage directement dans le fichier SolidWorks. Là, pendant le webinaire, je vais utiliser des post-processeurs standards. Donc en fait, voilà, ça c'est les post-processeurs qui sont disponibles euh, avec la version d'essai qui est gratuite et téléchargeable depuis notre site internet. Et c'est les post-processeurs qui sont installés la toute première fois où on installe SolidCam. Donc là, je vais travailler sur une machine de fraisage générique, mais on peut aussi, par exemple, pourquoi pas après, passer sur du AS, sur une machine en Ermley, en Heidenheim. Enfin, ça n'a pas trop d'incidence. Je reparlerai du contrôleur numérique au moment et du post-processeur au moment des perçages. Ensuite, on va définir donc une origine de programmation. Ce n'est pas la partie qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Je crée une origine. Je clique sur mon fichier 3D sur une face plane pour définir mon origine dans un coin supérieur de la boîte englobante. Z0 sera sur la face supérieure et mon origine dans un coin. Je valide. Voilà, j'ai besoin que d'une seule origine, donc je valide jusqu'à revenir dans cette fenêtre. Je définis ma pièce finie, donc ma pièce finie, ça sera le 3D qu'on a à l'écran ici, et puis on va définir un brut. Donc là, SolidCam nous offre plusieurs possibilités pour définir un brut. On va définir un brut prismatique englobant. Je clique sur mon 3D et automatiquement, là, le brut vient se mettre aux dimensions de ma pièce. Donc j'ai un brut de 150 par 125 par 25. Si je voulais rajouter des surépaisseurs, mais je peux changer les dimensions de mon brut ici et répartir les surépaisseurs soit de manière égalisée de chaque côté, soit en définition de surépaisseur, par exemple, de plus ou moins. Allez, on va rajouter 152 en Z, et on va lui dire voilà, en Z+, on veut uniquement 100 OK. Une fois que c'est fait, on enregistre, on ferme, et à partir de là, on va pouvoir commencer à créer nos opérations d'usinage. Donc ça, ce sont vraiment les 4 étapes préliminaires, le choix de la machine, l'origine, le brut, la pièce finie. Et donc, on retrouve toutes ces étapes ici. Et les opérations d'usinage qu'on va rajouter, on va les ajouter les unes après les autres ici dans l'arbre FAO. Et à tout moment, on va pouvoir rebasculer comme ça entre entre l'arbre CAO et l'arbre FAO de SolidCam. Ce dont il est question aujourd'hui, c'est donc ce module AFRM. Donc en anglais, c'est euh, Automatic Feature Recognition and Machining. Donc en français, ça donne voilà, reconnaissance et usinage automatique des formes. Il se traduit en fait par l'onglet qui se trouve ici, détection. Et dans ce module de détection, on va retrouver en fait plusieurs opérations. On va retrouver une opération de détection de poche et d'évitement, une opération de détection de perçage, taraudage, alésage, une opération de détection d'angle vif, donc pour faire de l'ébavurage, et puis une opération aussi d'assistant pour le perçage. Donc en fait, ces opérations, ce module de détection AFRM, il vient en complément de notre module 2 axes et demi qui est ici, qui est vraiment nos opérations de base. Donc le module 2 axes et demi, c'est des opérations manuelles, on va dire, dans lesquelles on va venir définir une poche ou plusieurs poches, mais en tout cas à une certaine profondeur, ou voilà, plusieurs perçages, mais de même type. Pareil pour un
un contournage ou un chanfreinage. On va pouvoir par exemple chanfreiner cette face ici avec celle-là en faisant un contournage. Mais on ne va pas pouvoir, dans une même opération, en 2 axes et demi, faire le chanfreinage de cette arête-là, plus celle-là, puisqu'elles ont toutes des profondeurs différentes, en tout cas des niveaux différents. Donc, qui dit niveau différent, bah, dit un besoin de décomposer en plusieurs opérations ces opérations, par exemple, de chanfreinage. C'est également le cas aussi pour les opérations de poche. Hein, si on veut faire par exemple un évidement ici, un évidement là, un évidement ici, la poche fermée ici, avec le module 2 axes et demi de base, on va avoir tendance à décomposer un peu ces opérations. L'intérêt de la détection, ça va être de pouvoir en fait tout programmer en une seule opération. Et puis c'est un petit peu la même chose pour les opérations de perçage. Alors j'ai pas trop le cas sur cette pièce-là, mais voilà, imaginons on a un perçage diamètre de 5 sur ma pièce. Un coup, il y en a un, il a une profondeur de 10, un autre qui a une profondeur de 20, un autre qui est complètement débouchant. Avec l'opération de perçage, en fait, chaque profondeur différente va nécessiter d'être décomposée dans une opération. Donc, on va faire des copier-coller hein, et on va changer à chaque fois notre profondeur de perçage. L'intérêt, c'est qu'avec cette détection de perçage, on va pouvoir, en fait, dans une opération de détection de perçage, percer tous les trous de diamètre d'un diamètre donné, peu importe la profondeur et peu importe si le trou est borgne ou débouchant. Voilà un petit peu donc ces opérations de détection, c'est un complément à ce module de base de Zaxxamy pour amener en fait de l'automatisme dans la programmation. Donc on y va. Je vais faire exprès, je vais faire d'abord un petit surfaçage juste pour vous montrer rapidement. Donc toutes les opérations de SolidCAM, ça se présente sous cette forme. C'est une fenêtre additive comme ça qui vient se greffer dans l'environnement. Si elle nous gêne, on a la possibilité de double-cliquer en haut dans la barre là, pour la réduire, manipuler un petit peu notre 3D, faire des mesures. Voilà. À chaque fois, on a les informations qui s'affichent ici en bas à droite dans SolidWorks. Et en fait, on va se laisser guider par les étapes qui sont à gauche. Donc, première étape, on va définir la géométrie. Dans l'opération de surfaçage, on n'a rien à définir puisque le logiciel connaît le brut, connaît la pièce finie. Donc, il va automatiquement surfacer là où il y a de la matière enlevée. Ensuite, en deuxième étape, on va sélectionner un outil. Donc, par défaut, j'arrive dans ma bibliothèque d'outils. Dans mon cas, elle est vide. On peut importer ici sur le côté des bibliothèques prédéfinies qui seraient déjà créées. Donc là, voilà, moi je pars de zéro, donc je vais créer une fraise à surfacer. On définit un petit peu toutes les dimensions de l'outil, on définit les conditions de coupe. On a la possibilité ici d'afficher la prévisualisation de l'outil avec le curseur. Donc en fait, si on réduit cette fenêtre, en fait, j'ai mon outil qui se balade avec ma souris pour me rendre compte un petit peu des dimensions de l'outil par rapport à ma pièce. Si ça me convient, je sélectionne mon outil pour mon opération. Et puis dans les niveaux, le logiciel en fait détecte le plan supérieur du brut, le plan supérieur de la pièce finie. Donc il sait qu'il y a 5 dixièmes à enlever. Ces 5 dixièmes, je les prends en une fois ou pas. Je laisse une surépaisseur ou pas. Derrière, je peux faire une passe de finition. Je peux le faire en unidirectionnel, en bidirectionnel. Enfin, vous voyez, à chaque fois, il y a une petite illustration. Donc je vous encourage tous, voilà, chaque utilisateur à venir vous référer à l'illustration qui est ici. C'est assez intuitif, assez convivial d'utilisation. Et puis derrière, donc, quand on va simuler, on va pouvoir donc lancer la simulation. Dans la dernière version de SolidCAM, il y a un nouveau simulateur. Donc en fait, si on maintient le contrôle sur le clavier, qu'on clique sur ce bouton, ça lance le nouveau simulateur SolidCAM. Et donc dans ce nouveau simulateur, on va avoir la possibilité de voir un petit peu les différentes trajectoires, puis également de voir l'enlèvement de matière qui se fait, avec la possibilité, si besoin, de cliquer sur la trajectoire pour repositionner l'outil. Voilà. En tout cas, voilà mon opération de surfaçage. Et à la fin, on vient activer le petit œil qui est ici, juste pour afficher en fait un code couleur. Donc partout où j'ai du vert clair, je suis à ma cote finie. Partout où j'ai voilà, du bleu ou du kaki, j'ai un reste de matière de plus de 1 dixième ou de 2 dixièmes en fonction de la couleur. Ok, on continue. Donc l'idée maintenant, ça va être de déboucher la pièce, hein, de venir faire les différents épaulements. Donc là, voilà, si je devais faire une opération de poche classique, là, très certainement, à condition que ces faces-là aient la même hauteur, je serais obligé de faire voilà, une opération de poche pour cette hauteur-là, peut-être même ces faces-là aussi, puis une deuxième opération de poche pour l'épaulement qui est ici, d'accord, ce niveau-là, à condition qu'ils ont le même niveau. Hein. Peut-être une troisième pour ces niveaux-là,
une quatrième pour celle-ci, et puis enfin peut-être même une cinquième cinquième voire sixième là pour les lamages ou les poches débouchantes, etc. Donc l'idée, ça va être de remplacer en fait l'ensemble de ces opérations par une opération, cette fois-ci de détection de poche et d'évitement. Dans cette opération de détection de poche et d'évitement, voilà, la méthodologie est la même que dans le reste du logiciel, c'est-à-dire qu'on se laisse guider par les étapes qui sont ici. Première étape, donc la géométrie. En fait, cette géométrie, tout à l'heure, voilà, en surfaçage, a été définie automatiquement. Là, c'est moi qui vais pouvoir lui dire ce qu'on veut, ce qu'on souhaite utiliser sur la pièce. Quand on définit une nouvelle géométrie dans la détection de poche, ici, on peut lui dire d'inclure ou pas les poches débouchantes. Donc, si je décoche, ça va exclure mes poches débouchantes. On a la possibilité aussi d'appliquer un filtre pour les poches circulaires. Donc, juste voilà, pour vous montrer, imaginez que je décoche poche débouchante. Si je clique sur ma pièce, j'ai ma détection qui se lance. Et là, vous pouvez voir en fait qu'il va détecter toutes les faces planes. Mais mes trois poches débouchantes, elles n'apparaissent nulle part dans la détection. Si j'annule, hein, que je refais ma détection, en laissant cocher poche débouchante, je viens cliquer dessus. Cette fois-ci, je récupère, en plus de l'ensemble des faces, trois chaînes. Et donc là, SolidCam sait que ça, c'est des poches débouchantes et qu'il va devoir potentiellement peut-être aller un petit peu plus loin. En tout cas, je vais pouvoir le définir. Vous remarquez aussi, hop, si je reviens ici, donc pour afficher toutes les faces qui ont été détectées, ici on voit bien en fait que mes lamages ont été détectés. Pourquoi ils ont été détectés? Parce que si je viens cliquer dessus pour connaître un peu le diamètre, on va l'annuler, je clique sur le cercle, ici j'ai un diamètre de 12,24. Donc ce diamètre de 12,24, forcément il est supérieur au filtre que j'avais renseigné ici. Donc si cette fois-ci je lui dis voilà, on va augmenter un diamètre de 15, si je relance ma détection, cette fois-ci mes lamages vont être ignorés et ne vont pas être inclus dans ma détection. D'accord. Voilà. Un petit détail aussi, hein, ça peut arriver que vous ayez des, des formes comme ça, comme c'est le cas là ici, j'ai des rainures sur le côté. Donc du coup, il me détecte vraiment toutes les surfaces planes qui sont perpendiculaires, on va dire, aux aides, puisqu'il sait que l'outil va attaquer par le dessus, donc les faces du dessous, il ne les détecte pas. Mais par contre, cette face-là, son vecteur normal, on va dire, il coïncide avec le Z de notre outil, de l'axe de l'outil. Donc voilà, ces faces-là, par défaut, elles sont détectées, donc elles sont incluses dans la détection. Mais juste en dessous, ici, une fois que vous avez fait votre détection, vous avez la possibilité d'en modifier la géométrie, mais en fait de faire un peu le tri de ce que vous voulez garder ou pas. En l'occurrence, moi, j'ai déjà fait un surfaçage. Donc la face supérieure, les faces supérieures, les petits bouts qui sont là, en fait, je les ai déjà surfacés. Donc dans cette opération de détection de poche, je vais pouvoir lui dire, OK, je n'exclus la face supérieure. Et vous voyez, en fait, ça m'a désélectionné automatiquement toutes les faces supérieures qui ont déjà été utilisées par le surfaçage. Puis ensuite, en fait, mes faces, elles restent là. Hein. Elles sont visibles dans ma liste et elles sont décochées. Elles vont être ignorées, en fait, tout simplement. Et puis, de la même manière, donc, je vois en fait à chaque fois les Z, là, les niveaux. Là, j'aperçois un Z23. Si je me mets dessus, je vais pouvoir voir que c'est cette face-là. Je vais pouvoir décocher mes deux faces là, qui sont à Z23 pour ignorer un petit peu les deux faces qui étaient ici. Voilà. Et puis, je vous disais un peu en introduction, comme je vais avoir des poches débouchantes, et SolidCam fait la distinction entre les zones qui sont débouchantes et les zones non débouchantes, je vais avoir la possibilité ici d'appliquer un delta sur les poches débouchantes. Donc, je vais pouvoir lui dire, OK, on va aller 5 dixièmes plus bas que le fond de ma poche pour être sûr que ma fraise va complètement déboucher. OK. On a aussi une petite option ici, mais ça je ne vais pas vous en parler, on n'a pas le cas sur la pièce. Si jamais vous aviez des rayons dans le fond de la poche, on a une option pour diviser les rayons en plusieurs places pour obtenir des escaliers, pour éviter en fait d'obtenir vraiment une grosse marche et un gros reste de matière sur le rayon dans le fond. Là, SolidCam va être capable de faire plusieurs passes pour ébaucher en fait le rayon dans le fond et vous donner des escaliers. Donc là, on est à mi-chemin entre voilà, des opérations un peu 2D et éventuellement des opérations un peu 3D.
Ça reste une opération 2 axes et demi pour faire de la forme prismatique, mais voilà, avec un peu plus d'automatisation. Je retrouve, comme dans l'opération poche classique, une option de protection du modèle 3D pour voilà, m'assurer que je ne vais pas mordre ou engendrer une collision avec la pièce finie à un endroit. La possibilité de travailler sur la matière restante s'il y a besoin. Donc ces options, par défaut, elles ne sont pas cochées et je vous encourage à les activer uniquement si vous en avez besoin. Là, en l'occurrence, ce n'est pas nécessaire sur cette pièce. Je vais simplement venir sélectionner un outil. On va prendre une fraise cylindrique. Même chose, ici je vais pouvoir définir donc les dimensions de mon outil. Je vais prendre une diamètre 16, on va augmenter un petit peu la hauteur. Hop. Et dans les niveaux, donc on va pouvoir voilà, laisser le logiciel un petit peu travailler. Si on a besoin, on peut lui demander de le restreindre à un plan inférieur, c'est-à-dire que la détection et l'usinage ne vont pas s'exécuter plus bas que la valeur que je vais renseigner là. Sinon, c'est lui qui se débrouille et il va faire toutes les phases, tous les évidements qu'il a détectés. Ces évidements, en fait, on va pouvoir les usiner avec un pad une profondeur de passe, donc un pad d'essence. Ici, je vais pouvoir lui dire, par exemple, je veux des passes de 4 mm. Dans ma technologie, ça va être important. Ici, on va pouvoir lui demander de venir prendre la matière, latéralement, avoir un engagement de 50% du diamètre. On va pouvoir lui demander de laisser une surépaisseur, par exemple 5 dixièmes sur la paroi, sur l'îlot, et puis sur le fond. Donc, on fait vraiment juste une ébauche. Par défaut, en fait, il va faire la distinction entre les poches fermées et les poches ouvertes. Donc, les poches ouvertes, en fait, par défaut, il va les usiner d'une manière un peu différente parce que les options ici sont cochées. Et il va plonger en dehors de la matière. Je vais juste voilà, augmenter un peu là, les poches ouvertes. Les poches qui sont fermées, elles, vont être. Voilà, l'outil va plonger en hélicoïdal dans la matière. Je ne vais pas plus loin, j'enregistre et je calcule. Alors, j'ai eu un petit message. Je vais juste vous expliquer à quoi correspond ce message. En fait, il correspond à la plongée hélicoïdale. Concrètement, il me dit que le rayon ou la longueur en fait, d'hélice qui est renseignée ici ne peut pas être respecté partout, parce qu'il y a certainement des endroits par rapport à la taille de l'outil et les dimensions de la pièce, où faire une hélice de cette dimension-là n'est pas possible. Donc en fait, SolidCam réduit automatiquement la profondeur, le rayon de l'hélice, de l'hélicoïdale, de la plongée hélicoïdale, euh, pour que ça passe et que ça n'endommage pas la pièce. Donc si on regarde visuellement un petit peu en termes de trajectoire, voilà ce que ça nous donne. Voilà, je laisse se débrouiller. On peut quand même voir tout de suite que si on regarde ma pièce, j'ai des passes à différentes profondeurs en fonction un peu des différentes poches. Normalement, c'est important aussi, hop, j'ai oublié de vous en parler, il y a une petite option là, donc pas en Z égal. Là, je vais définir un pas de descente de 4 mm. Si cette option pas en Z égal est cochée, en fait, c'est SolidCam qui va chercher à faire des passes en Z uniformes, c'est-à-dire que je ne vais pas forcément avoir une profondeur de passe de 4 mm, je vais avoir au maximum 4 mm, et l'idée, ça va être de faire que des passes de la même valeur. C'est-à-dire que si j'ai par exemple une profondeur totale de 9 mm, avec un pas de 4, ça voudrait dire que je fais une passe de 4, une passe de 4 et une passe de 1. L'intérêt de cocher par en Z égal, c'est que en fait, vous allez faire 3 passes de 3 mm. Et puis l'autre point qui est intéressant, c'est ici, dans mon opération, j'ai laissé une surépaisseur de fond de 5 dixièmes. Donc là, en fait, on va faire des profondeurs de passe de 4, tac, tac, tac. Imaginons ici, là j'ai 3,5. Donc voilà, en fonction de ma surépaisseur, peut-être que l'épaulement, on va le vérifier après en simulation, mais peut-être que l'épaulement ici ne va pas pouvoir se faire si éventuellement, je suis désolé, j'ai mon affichage qui saute. Je pense que c'est lié au partage d'écran. Ok. L'épaulement ici ne va peut-être pas se faire en fonction de la valeur que j'ai ici et de la surépaisseur et de la hauteur. J'ai cette option de port adaptatif en fait pour forcer à SolidCam de rajouter des passes là où c'est nécessaire pour garantir qu'on ait bien une surépaisseur de 5 dixièmes sur tous les plans. Donc, je peux le cocher, recalculer. On aurait pu simuler avant pour voir si justement c'était respecté ou non.
Et puis derrière, en fait, on relance, voilà, en maintenant contrôle sur le clavier, on relance la simulation. Hop, j'enlève ça. Donc là, on voit bien que j'ai une plongée en dehors de la matière, et puis on a les différentes formes qui commencent un petit peu à apparaître. Et on voit également, en fait, les différents épaulements. On récupère ici mon épaulement, on récupère l'épaulement ici, partout où il y a besoin. On s'aperçoit aussi que bah, la fraise de diamètre 16, vous voyez, il y a des zones où elle ne peut pas passer. On le voit ici, notamment, j'ai un reste de matière entre l'îlot et la poche, parce que ma fraise de 16, elle n'a pas la place de passer. Ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, si je viens cliquer sur cette face-là, je maintiens le contrôle et je viens cliquer sur cette face-là. Donc là, c'est mes deux faces usinées. Bah forcément, comme j'ai laissé une surépaisseur en haut et en bas, je retrouve ma cote de 3,5, mais avec le code couleur ici, si je pense, je m'aperçois, hein, même si j'ai une cote de 3,5, je ne suis pas à ma cote finie. J'ai bien ici, vous voyez, là en haut, je suis en vert clair, je suis à ma cote finie en plus ou moins un dixième, donc ça se règle après, là. C'est mes tolérances de simulation. Par contre, je vois bien que sur ces deux épaulements-là, là j'ai voilà, du kaki, ça veut dire que j'ai plus que 2 dixièmes de surépaisseur restante. Okay, et on voit bien que partout, j'ai un reste de matière. OK. Et puis on voit en fait la descente hélicoïdale ici là, sur la poche fermée et les plongées à l'extérieur sur les poches, les évidements ouverts. On voit aussi que les deux poches ici, même si elles étaient présentes dans la détection, elles ne sont pas usinées parce que l'outil est trop gros, il ne peut pas y aller. Donc ce qu'on va pouvoir faire, donc là on va renommer notre opération, ça c'était une gauche avec la diamètre 16. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est une copie de l'opération. On va simplement changer d'outil, on va prendre une fraise un peu plus petite. Hop, avec un clic-droit sur le copier-coller. Puis on va venir renseigner ici, cette fois-ci, une fraise. Allez, on va prendre un diamètre 10. OK. Je la sélectionne. Et ce que je vais pouvoir faire, en fait, c'est bah, simplement, dans SolidCam, on a des options pour reprendre la matière restante. Alors, on a deux options. On a une option ici de matière restante théorique. Donc, je vous explique. Hop. Je suis désolé, mon écran se fiche de temps en temps. Donc, une option de matière restante théorique, où en fait, là, c'est moi qui renseigne le diamètre de l'outil précédent, donc un diamètre 16, ou alors je peux aller le sélectionner en cliquant sur le bouton. Et donc là, le logiciel bah, en fait, va calculer partout où la fraise de 16 n'a pas pu aller, et on va venir reprendre en fait toute la matière avec la fraise de 10. Donc, visuellement, voilà un petit peu la trajectoire que ça donne. Ça vient reprendre uniquement là où la fraise de 16 n'a pas pu passer, dans les coins notamment, et puis également dans ces zones-là où l'espace était restreint pour la fraise. Mais ça, c'est un calcul théorique. C'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant. L'intérêt de cette option, de cette fonction théorique, c'est que si je change cette opération-là en amont, ça ne va pas nécessairement nécessiter de recalculer l'opération suivante. Il n'y a pas de lien en fait entre les deux. Donc c'est un avantage, parfois, pour éviter d'avoir des opérations qui sont dépendantes et qui vont avoir besoin d'être recalculées, ou parfois ça peut être un inconvénient. Donc pour ça, en fait, vous avez aussi une option qui, cette fois-ci, n'est pas un calcul théorique, qui est un vrai calcul de la matière restante. Vous pouvez activer là sur la page géométrie. En faisant ça, par contre, là, cette fois-ci, vous créez une dépendance de l'opération avec toutes les opérations précédentes. Puisque du coup, cette opération, elle va venir travailler uniquement sur la matière restante. Et donc, en fait, toutes les opérations précédentes hein, vont impacter le résultat de cette opération. Donc, si vous avez 15 opérations avant, vous changez quelque chose, cette opération, elle va avoir besoin d'être calculée. Donc, ça amène en fait dans le calcul parfois un peu de lourdeur ou un peu de recalcul. Donc, il faut savoir en fait utiliser l'une ou l'autre en fonction de ce que vous recherchez et en fonction des situations. Quand ce n'est pas réellement nécessaire, il vaut mieux continuer à utiliser un petit peu l'option théorique. Vous aurez des temps de calcul et un confort de programmation un petit peu meilleur. Ok. Donc là, j'ai fait ma reprise. Pareil, hein, le nouveau simulateur, on peut le lancer à partir du clic droit. Donc là, si je lance ma simulation, visuellement, je vois, hein, je viens reprendre un petit peu les différents rayons. Ah oui, c'est pourquoi
C'est moi qui ai fait une erreur. Hop. Dans cet onglet, la matière restante théorique, il faut aussi que je renseigne ma surépaisseur de 5 dixièmes. OK. D'accord. Donc visuellement, voilà un petit peu ce que ça me donne. À nouveau, je refais le contrôle de matière. Donc là, je peux voir que, hop, on va changer la valeur, bien entendu, j'aurais dû le faire avant, comme ça. On va réduire un petit peu l'intervalle. Hop, voilà. Je me remets là. Donc ce qui m'intéresse, c'est de vérifier, je pense que c'est ma précision de simulation. Ce qui m'intéressait, c'était de vérifier en tout cas que j'ai un reste de matière qui est uniforme. Ouais, juste aller changer ma précision. Donc là, ça peut être ma précision de simulation qui est un peu grossière à un dixième près. Je vais juste, donc ça me permet de vous en parler. Dans les réglages du projet, dans calcul de mise à jour du brut, dans vérification solide, ici, vous pouvez demander à venir travailler donc, avec une précision. Je suis bien un centième. Si vous voulez. Bon, c'est pas grave. Ok. Bon, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est moi qui me suis trompé. Voilà, j'ai laissé une surépaisseur de 5 dixièmes, et ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir identifier si éventuellement, à certains endroits, bah, en fait, finalement, il y a plus que 5 dixièmes. Et je peux l'identifier comme ça, en fait, en mettant 5 dixièmes, bah, ça ne me permettait pas de l'identifier. Là, ça me permet de voir en fait que finalement, ma fraise de 10, bah, elle ne peut pas reprendre en fait les rayons partout. Donc, il y a encore des endroits ici, dans certains rayons, où bah, j'ai plus que 5 dixièmes de matière parce que bah, finalement, j'ai des rayons certainement inférieurs à des rayons de 5 par rapport à ma fraise. Donc, on pourrait refaire à nouveau, hein, on pourrait refaire une copie de l'opération, descendre sur un diamètre un peu plus petit, juste aller voir sur la pièce. Hop, ici, voilà, j'ai des rayons de 2. Donc, à nouveau, hop, je pourrais très bien prendre une fraise de 4. Hop. Et dans mes technologies, bah, cette fois-ci, la fraise du diamètre d'outil précédent, et là sur l'épaisseur, ne change pas. Et voilà, je change le diamètre et je viens faire une prise de diamètre 4. OK. Donc là, à nouveau, je relance ma simulation. Et vous voyez, ça me permet vraiment de faire de la reprise comme ça, d'une opération à une autre. Et donc, de diminuer un petit peu le diamètre d'outil jusqu'à obtenir en fait ma surépaisseur de 5 dixièmes constante partout. Donc là, j'ai encore du kaki bah, dans le fond des poches débouchantes, c'est normal, dans mes lamages, dans mon perçage. Donc, un petit bout là, parce que là, je suis rayon pour rayon. Et puis, bah, bien entendu, là où j'ai éventuellement des chanfreins ou des arrêts de vie. Okay. Donc, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est bah, de faire la finition. Donc, c'est là aussi où c'est très intéressant, puisque du coup, on va pouvoir donc bah, à nouveau refaire une opération de détection. Je suis désolé, j'ai latence à chaque fois. Donc, une opération de détection. Et dans cette opération de détection, bah, vous allez pouvoir lui dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on redétecte toutes les faces précédentes ou que certaines? Donc, soit on travaille sur exactement la même géométrie que précédemment, et éventuellement, donc, bah, pareil, hein, je vais faire exactement la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Je vais juste exclure le Z23. OK. Pardon. Et je vais remettre mon delta. Je vais reprendre, mettons, la petite fraise de 4. Pourquoi pas? Par contre, cette fois-ci, bah, dans la technologie, c'est ça que je voulais vous montrer. Bah, en fait, cette opération de détection de poche et d'évitement, on va s'en servir pour faire uniquement la finition.
Donc là, on a fait voilà, des opérations de détection pour les bouches. Je suis vraiment désolé que l'affichage saute. Voilà. Je vais ici pouvoir lui dire, ben, par exemple, avec ma fraise de 4, là, je veux faire que la finition des parois. Et si je viens cocher donc, juste la finition des parois, quand je fais enregistrer calculer, donc je vais obtenir juste une opération qui vient me faire bah, vraiment la finition de toutes mes parois. Donc ce que je vais pouvoir lui dire, c'est éventuellement, ok, je fais la finition de mes parois, mais par contre, je laisse aussi une surépaisseur de 5 dixièmes dans le fond. Donc en fait, je finis la paroi, mais je ne finis pas encore le fond. Ou alors, je vais avoir la possibilité de dire, bah, en fait, ce que je veux faire, c'est finalement euh, bah, la finition du fond, et que la finition du fond, mais en laissant 5 dixièmes sur la paroi. D'accord. Donc là, j'ai vraiment, bon, alors les liaisons, après, on peut un petit peu les, les optimiser pour éviter un petit peu les dégagements. Et là, l'intérêt, c'est que je vais vraiment finir donc, tout le fond, sauf les parois. Hop, à simuler. Donc visuellement, vous voyez, j'ai du vert qui apparaît un petit peu partout maintenant. Je vais monter un petit peu la vitesse. OK. Par contre, sur mes. Hop, et voilà. Là, on n'a pas touché au fichage faute. Je vais quitter la simulation, je suis désolé. Ouais. J'ai oublié de renseigner ma surépaisseur sur les îlots. Enfin, je me permets, je vais couper le partage d'écran 2 petites secondes. Je suis désolé, je vais le réactiver tout de suite. Je perds la fiche. De toute évidence, ce n'est pas mieux. Je redémarre simplement SolidWorks et SolidCam. Espérons que ça, le fait de redémarrer, ça solutionne notre souci. Ok. Je le redémarre. On reprend juste où on en était. J'espère que l'image ne va plus sauter comme au début. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Ok. Donc on en était là. Voilà, j'avais fait ma finition du fond, donc c'est ça que je voulais vous présenter. Donc dans l'opération de détection de poche et d'évidement, donc on a la possibilité aussi de lui demander donc la finition que du fond, et donc de laisser une surépaisseur donc de 5 dixièmes sur la paroi et sur l'îlot. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en simulation, ouais, le fait d'avoir redémarré, j'ai l'impression que ça a solutionné mon problème. Ok, oui, c'est ce qui se passe. Donc l'intérêt, c'est vraiment d'usiner de 5 dixièmes que le fond, enfin d'usiner que le fond, donc la surépaisseur de 5 dixièmes que sur le fond, et en fait de conserver, vous voyez ici, la surépaisseur de 5 dixièmes sur les parois. Et donc du coup, on va pouvoir faire notre passe de finition sur la paroi là,
dans la même opération ou dans une autre opération, parce qu'on aurait pu aussi le faire avec plusieurs outils, simplement, donc ici en lui demandant de venir refaire une passe de finition sur la paroi sous-ci. Et donc, soit vous le faites dans la même opération, ici, soit à nouveau, je peux lui dire, voilà, ça c'était ma finition du fond, uniquement. OK. Je peux refaire une copie de l'opération. Et puis cette fois-ci, lui dire, maintenant, en fait, ce coup-ci, moi, ce que je veux faire, c'est la finition de la paroi uniquement. Je veux faire que ça. Donc là, si on affiche la trajectoire, vous voyez, j'ai que la finition de la paroi. Comme si, en fait, j'avais programmé des opérations de contournage. Donc l'intérêt de décomposer comme ça dans la détection de poche des opérations d'ébauche, puis une opération de finition du fond, puis une opération de la paroi uniquement, c'est de pouvoir en fait utiliser des outils différents. J'aurais très bien pu utiliser un outil plus gros pour la finition du fond. Idéalement, c'est ce qu'on va faire. Par contre, peut-être prendre ce petit diamètre là pour les petits rayons et être sûr de finir mes parois. Donc là, si je lance ma simulation, et que je réaffiche mon code couleur, hop, à la fin visuellement, donc j'ai bien du vert partout parce que là ma pièce, je suis à ma code fini partout sur ma pièce. Ok. La deuxième chose dont je voulais vous parler, donc la deuxième opération qui est inclue dans ce module AFRM de détection, c'est la détection de perçage. Donc je vais vous montrer un petit peu tout de suite cette opération de détection de perçage, comment elle fonctionne, un peu de la même manière. En fait, première étape, donc quand on définit la géométrie, en fait, ici, il y a une analyse qui s'applique. Et en fait, là, le logiciel va détecter et catégoriser un petit peu tous les trous de ma pièce. Donc, si de base, je clique là sur le bouton rechercher les trous, vous voyez, en fait, il me détecte vraiment tous les trous et il me les regroupe en fait par type et par groupe. Donc, le type, ça dépend de si c'est un trou simple ou lamé ou chanfreiné. Et les groupes, c'est une question de profondeur. D'accord. Donc là, ici, je peux voir que par exemple, j'ai un groupe, d'accord, mais j'ai deux types. J'ai un type, pardon, qui comprend deux groupes, puisque du coup, j'ai pas la même profondeur. Donc, on va se focaliser sur celui-là. Mais donc, de base, il va vraiment tous les trouver, mes trous. Donc, c'est moi, en fait, qui vais pouvoir lui dire, là, quand je clique sur rechercher les trous, vous voyez, il les trouve tous. Donc, c'est moi qui vais pouvoir le filtrer, d'accord, puisque du coup, dans mon opération, de toute façon, je vais utiliser qu'un seul outil pour soit faire que certains trous, soit en fait faire les trous d'une certaine plage en fonction du diamètre d'outil que je veux utiliser. Donc c'est ça que je voulais vous montrer. Là, on va tous les garder pour l'instant. En fait, je vais vouloir tous les pointer, faire un petit pointage et un petit chanfrein. Donc je les garde tous. Hop, je vais sélectionner un forêt à pointer. On va garder, alors, on va prendre un diamètre un peu plus grand, un diamètre 14. Hop. J'espère que ça ne fait pas trop gros. On verra bien. Et dans les niveaux, donc là, c'est le logiciel qui a détecté en fait les profondeurs de chacun de mes trous. Donc vous voyez, en fait, ils sont tous regroupés ici. D'accord. Et donc chaque groupe a une profondeur. Donc cette profondeur, en fait, je vais la mettre à 0 pour tous les groupes. Je mets 0, je coche tout pour lui dire ça s'applique à tous les groupes et je fais appliquer. Pourquoi je la mets à 0? Parce qu'en fait, je ne veux pas pointer selon une profondeur. Je vais vouloir pointer selon un diamètre. Et donc là, en fait, en bas, je vais avoir la possibilité de lui dire, soit je fais un chanfrein, un pointage automatique, selon en fait le diamètre de chaque trou. Donc c'est lui qui va descendre, me donner le diamètre de chaque trou. D'accord. Donc en fait, c'est lui qui va calculer la profondeur. Et donc là, je me mets en chanfreinage, pointage auto, tout, pour tous les groupes. Et si éventuellement, mettons, donc pas celui-là, celui-ci, ouais. Celui-là, on pourrait carrément
le désactiver. D'accord, parce que celui-là, on ne veut pas le percer, on ne veut pas le pointer. J'ai oublié de le désactiver juste avant. Mais les trous là, donc ceux-là, on veut les pointer, on veut les chanfreiner. Voilà. Par contre, les trous lamés, là, bah, ceux-là, on va peut-être pas vouloir les pointer au diamètre 12 quelque chose. Donc là, on va pouvoir lui dire, bah non, celui-là, on ne se met pas en pointage auto, on va se mettre à un diamètre que moi j'ai défini. Et par exemple, on va pointer à un diamètre de 8. Ça suffira. Je fais appliquer. D'accord. Donc là, en fait, bah, voilà, il va me percer. Hop, je simule. Il va me pointer, pardon, chaque trou a un diamètre défini. Hop, attendez, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il a détecté comme diamètre? Ah bah je me suis trompé. Oui, excusez-moi. Je vais mettre 8, cela, ok. Ah bah ok. Bon, bien sûr. Bon. Donc là, en fait, je me suis remis sur auto et en fait, bah, voilà, il va pointer au diamètre du trou donc, qui est détecté. Mais l'intérêt, c'est que du coup, on va le voir sur le damage, ce que je voulais vous montrer, on va le voir ici aussi. Là, on voit en fait qu'il va pointer vraiment sur tout le diamètre pour me donner le diamètre 12 et quelques. Bon, j'aurais voulu le réduire, mais c'est pas grave, ça m'empêche après de pointer au bon diamètre les autres. Donc soit je le décoche et je le fais à un diamètre séparé, mais cette option de diamètre auto, ben voilà, ça permet que lui détecte un petit peu les différents diamètres. Sinon, c'est moi en fait qui vais lui dire, bah, ok, le premier trou, donc celui-là, je veux le pointer à un diamètre. Donc ici, par exemple, on a un diamètre de 3,5. Donc c'est moi qui vais pouvoir lui imposer une valeur. Donc je vais pouvoir lui dire, bah non, je veux que tu pointes à 3,5. L'intérêt, c'est qu'il à 3,05, pardon. Je crois que c'est ça, 3,05. Hop. Donc de pointer et de faire le petit chanfrein. Ces trous-là, c'est pareil. J'imagine qu'ils ont un chanfrein à 3,5 aussi. 3,05, appliqué. Forcément, si je ne tape pas bien ma valeur, ça ne va pas aller. Ces trous-là, donc là où il pointait au diamètre de 12, bah là je peux le réduire pour pointer par exemple à un diamètre de 8. Et puis le dernier, celui-ci, même chose, hein, je vais dans la case. C'est vrai que plutôt que de taper la valeur, ici en fait vous vous mettez dans la case, vous allez cliquer dessus et vous récupérez la valeur du diamètre. Et donc ça me permet cette fois-ci donc de pointer celui-là à un 3,05, d'accord, et on voit bien ce coup-ci, il fait bien le chanfrein. Hop, un par un. Celui-là, il va me faire un diamètre de 8 que j'ai demandé, et puis celui-là, un diamètre de 6,05. Okay, donc l'opération de détection de perçage, voilà, elle me permet de faire ce genre de choses qui ne serait pas possible de faire avec l'opération de perçage standard. Derrière, en fait, je vais donc ça, c'était pointage. Derrière, je vais refaire une copie de mon opération. Et puis cette fois-ci, on va faire les perçages. Hop, enregistrer, copier. Je vais chercher un outil dans ma géométrie. Donc, hop, je vais refaire une détection, pardon, une nouvelle. Et cette fois-ci, je vais pouvoir lui dire, bah, OK, on veut faire que les trous d'un certain diamètre, puisque cette fois-ci, je vais percer. Donc, je vais pouvoir ici cocher le filtre des diamètres pour lui dire, bah, je veux trouver que les trous de ce diamètre-là. Enfin, je vais cocher dedans, je me mets là. Ouais, on va inclure le champ, enfin, que les trous de 2,5. On clique sur le bouton rechercher les trous. Ouais. Hop, parce qu'il faut que je prenne le diamètre supérieur, les trous de 3,05. Donc en faisant ça, ouais, c'est ma faute, c'est parce que j'ai coché ça, donc je pense, porte, oui, c'est moi qui me suis trompé. On va y arriver. C'est parce que j'avais coché la profondeur. Voilà. Donc là, je veux bien trouver les trous de 2,05. Et là, ce coup-ci, par rapport à tout à l'heure, où en fait, il va trouver tous les trous, en fait, il va trouver tous les trous de 2,5 sur la pièce. Donc le premier avantage, c'est que ça vous évite de venir cliquer dessus.
Et puis le deuxième avantage, c'est que si même il y a des trous qui ont des profondeurs différentes, des trous, voilà, un coup d'une certaine profondeur, ou même des trous bornes ou des trous débouchants, en fait, vous allez pouvoir les percer, les usiner dans la même opération. Mais par contre, voilà, on va quand même le faire un coup pour les trous de diamètre de 0,5, puis derrière, je vais refaire une copie de mon opération. Hop. Je vais aller chercher, cette fois-ci, un autre forêt, et cette fois-ci, ça sera un forêt de diamètre. Donc là, par exemple, je peux cocher dans la case et venir cliquer ici pour récupérer le diamètre. Donc c'était un diamètre de 5. Donc vous voyez, j'ai cliqué dessus. Quand je reviens dans l'opération, donc j'ai récupéré le diamètre dans la dimension de mon outil. Et donc je vais faire comme tout à l'heure. Je vais refaire une détection de perçage dans ma géométrie. Je fais une nouvelle détection de perçage. Et cette fois-ci, en fait, mon filtre, je vais lui dire, je veux trouver les diamètres de celui-là. Donc c'est les diamètres de 5. Rechercher les trous. Donc vous voyez, en fait, il me détecte donc là tous les trous de 5 et on voit bien qu'il détecte ceux qui ont des profondeurs différentes. Hop. Alors par contre, ils sont débouchants, donc juste hop, dans les niveaux, je vais pouvoir lui dire, ok, il sait la profondeur qu'ils ont, voilà, mais je vais pouvoir lui dire, en fait, on va dégager le plein diamètre pour piloter juste la pointe, tout le monde. Et puis on peut même lui dire, on va percer par exemple moins 1 mm ou moins 1 dixième plus bas pour être sûr de déboucher. Ok, je simule. On va se mettre juste, je vais à fond, hop, je me mets comme ça. Et on voit bien qu'il y a certains perçages qui vont à une certaine profondeur et d'autres à une autre profondeur. Ok. Et donc là, on voit bien que j'ai les 1 mm plus la pointe qui débouche. Okay. La dernière option dont je vais vous parler dans ce module de détection, c'est la détection de chanfrein. Donc là, voilà, je n'ai pas fait les trous lamés, hein, mais vous avez compris le principe. Et ici, j'ai donc ça serait juste une copie pour reprendre le trou, le diamètre de 5,3, et puis soit de faire une opération pour mes lamages, soit en fait dans ma détection ou de refaire une détection juste pour les lamages. Ok, c'est pas ce qui m'intéresse tout de suite. Alors je peux quand même y retourner dans mon ébauche. Ouais. Je peux en refaire une quand même parce qu'on va être embêté. Juste une petite poche. Le perçage. Donc là, vous voyez, en fait, c'est l'intérêt, c'est en fait de combiner, hop, de combiner des opérations de détection qui amènent un peu d'automatisme dans la programmation à des opérations standards. Hein. Donc, par exemple, juste de poche, là, juste pour mon lamage. Ça, c'est vous qui le combinez. Ça ne remplace pas nécessairement les opérations standards, ça vous amène des opérations en plus et des outils en plus. Donc après, à vous, en fonction des besoins, de les combiner, d'utiliser l'un ou l'autre en fonction de ce qui est le plus avantageux et le plus confortable à un moment donné. Donc là, je refais une copie de mon perçage. J'ai oublié de les renommer. C'est plus les pointages. Et puis, je vais refaire ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire que je viens ici dans ma géométrie, je refais une détection de perçage, des diamètres. Donc cette fois-ci, les diamètres qui sont là, de 5,3, je les détecte. Ok, ça a tous trouvé. Puis je prends un forêt de 5,3. Ok, donc là, bon, voilà, j'aurais dû les renommer au fur et à mesure, mais là, ma pièce, normalement, est complètement usinée. Si j'ai un petit doute, je peux afficher la matière restante, là, comme ça, et donc descendre un petit peu l'icône de la matière restante. Ça me permet, en fait, moi, de voir sans avoir besoin de lancer la simulation, où est-ce qu'on en est en termes de matière restante.
Et donc l'idée, c'est qu'à la fin de tout ça, on vient de faire une petite opération là, de détection d'angle vif. Donc l'idée, en fait, c'est de détecter partout sur ma pièce, là où j'ai des arêtes vives, donc des angles vifs. Voilà. Donc là où les chanfreins ne sont pas modélisés en fait sur ma pièce, si c'est modélisé, ça sera en dehors de cette opération de détection de chanfrein, enfin d'angle vif. Donc ici, si je fais une détection, comme pour la détection de poche ou la détection de perçage, il y a une notion de filtre un petit peu pour exclure certaines choses. Quand je clique sur le 3D, en fait, ça analyse tout mon 3D. Et ici, visuellement, vous voyez, en fait, je récupère un peu toutes les arêtes des faces sur lesquelles, éventuellement, il serait intéressant de venir faire un petit ébavurage parce qu'il y a des angles vifs. Là aussi, comme dans la détection de poche, j'ai ces deux faces là, le Z23 là qui m'intéresse pas, donc que je vais pouvoir supprimer. Hop. Voilà, je supprime la deuxième aussi. Donc voilà, vous pouvez faire un petit peu le ménage s'il y a des choses que vous ne voulez pas. Derrière, je vais venir sélectionner un outil. Donc là, on va prendre une fraise à chanfreiner. Hop. Donc là, vous renseignez l'angle de votre fraise à chanfreiner. Je suis resté là-dessus, sur un diamètre 6 à 90. Dans les niveaux, on va pouvoir lui dire, nous, on souhaite un chanfrein de 0,5. Et puis dans les technologies, vous allez pouvoir choisir en fait le diamètre avec lequel vous voulez vous positionner en bas du chanfrein. Donc si on prend un diamètre de coupe de 1, ça veut dire qu'il y a juste la pointe qui va dépasser. Donc on va travailler plutôt avec la partie basse de l'outil. Si je mets un diamètre de 3 pour une fraise de 6, je vais être à peu près au milieu. Dans le passé, en fait, on avait aussi cette option-là de décalage de sécurité qui permettait, hop, par rapport au bord de fin d'une arête, donc là ici, vous voyez, quand je vais venir faire un ébavurage, si je vais jusqu'au bout, je vais endommager les faces adjacentes. Donc dans le passé, on avait la possibilité ici de mettre une valeur pour garder en fait une certaine distance par rapport au bord adjacent. Le problème, c'est que en fonction de où je vais me trouver sur la pièce, cette distance, elle ne va pas toujours être la même. Donc je vais juste garder 5 dixièmes. Et en plus de ça, je vais pouvoir ici venir activer une protection du modèle 3D. Et là, c'est vraiment le logiciel qui va se débrouiller de lui-même en automatique pour faire mon chanfrein que si c'est possible et sans endommager la pièce, tout en gardant une petite distance de sécurité ici. Donc c'est vraiment important, cette option elle a été ajoutée dans les dernières versions, elle n'existait pas dans les versions passées. Et elle rend l'opération de chanfreinage, là, de détection d'angle vif, beaucoup plus performante, parce que vous avez juste à cocher cette option, puis derrière, en fait, c'est lui qui se débrouille. Si je lance ma simulation, visuellement, vous allez voir un petit peu ce que ça me donne. C'est lui qui va ici réduire automatiquement pour ne pas venir toucher, alors qu'à d'autres endroits, potentiellement, il va réduire peut-être d'une valeur plus, plus, plus forte ou moins forte en fonction de la forme de votre pièce. Et puis de la même manière, je crois qu'on le voit ici, ouais. Vous voyez, en fait, il doit me faire les bavurages de cette face-là, mais il ne doit pas me faire les bavurages de celle-là. Donc on va regarder en simulation pour en être sûr. Donc je lance ma simulation. Alors, on va désactiver le code couleur, ça ne sert à rien, ça prend un peu de performance pour rien. Donc visuellement, voilà ce que ça me donne. Ah oui, voilà, attendez, j'ai juste mes entrées-sorties qui ne sont pas bonnes. On va se mettre une toute petite approche. Voilà. Juste une approche perpendiculaire et tangentielle. Même pas tangentielle, pardon. Juste perpendiculaire. Et je voulais relancer le nouveau simulateur. Donc on voit les bavurages un petit peu qui apparaît sur l'ensemble de ma pièce. Alors ici, il doit être plus. Ouais, j'ai peut-être de la surépaisseur encore, peu importe. Mais on voit en fait que du coup, il fait que ce qu'il peut faire, donc il ne va pas jusqu'au bout pour pas générer de collision. Pareil ici. Je m'aperçois en fait que j'ai pas les bavurages sur cette face-là.
D'accord. Pourquoi je n'ai pas les bavurages sur cette face-là? Parce que du coup, j'ai demandé à travailler avec le diamètre de 3. Donc du coup, là, en fait, bah, mon outil, certainement, en se positionnant à un diamètre de 3 en bas du chanfrein, il vient toucher la face qui est ici. Donc là, on ne peut pas faire les bavurages avec ce diamètre. Si par contre, je prends un diamètre peut-être un peu plus élevé, diamètre de 5, si je recalcule, bah là, cette fois-ci, je vais obtenir peut-être mon chanfrein à cet endroit-là, et on voit qu'il y a une passe qui est apparue. Par contre, à l'inverse, peut-être que bah, sur une pièce comme celle-ci, là, le problème, c'est qu'en se positionnant à un diamètre 5, bah, j'ai tout le bas de l'outil qui descend beaucoup plus bas, et donc du coup, là, ça va peut-être générer des collisions ici. Donc, en fonction du diamètre de coupe, c'est là où, dans ma géométrie, je vais pouvoir filtrer pour lui dire, bah, en fait, je vais faire ces faces-là, ces faces-là, ces faces-là avec tel diamètre de coupe, et ces autres faces, les faces restantes, on va dire, avec un autre diamètre de coupe pour positionner l'outil différemment. Mais en tout cas, l'idée de cette opération de détection d'angle vif, là, c'est vraiment en peu de clics, bah, vous permettre de venir faire un ébavurage un peu complet de votre pièce, comme ça, sur toutes les profondeurs, sur tous les contours. Voilà, j'espère que ça vous a permis de vous rendre compte un petit peu des avantages de ce module de détection, ce module AFRM, donc qui comprend l'opération de détection de poche, de perçage et d'angle vif. C'est un module qui est additionnel, donc si vous ne l'avez pas aujourd'hui sur votre licence, c'est un module qui peut se rajouter. Et je vous disais, voilà, il apporte de l'automatisme et il fait le lien entre ce module de 2 axes et demi et voilà, un peu avec l'opération d'ébauche de détection de poche, un peu avec le 3D dans le cadre d'une pièce prismatique comme ça avec des profondeurs différentes. Je m'arrête là. On tâchera voilà, de réorganiser des webinaires sur d'autres thématiques. Donc, si vous avez des demandes, des sujets en particulier que vous voudriez voir adressés, n'hésitez pas à nous contacter. Et si vous avez des questions, c'est le moment. Il y a un chat pour éventuellement m'écrire vos questions. A priori, il n'y a pas de questions. Donc, si tout est bon, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.